Ça sera mieux. Alors, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous revoir, certes en visio, au regard de cette soirée. Donc, comme on vous l'avait annoncé, donc l'idée était de réunir les dirigeants de manière régulière à hauteur de temporalité, une fois tous les mois ou tous les 2 mois en fonction des organisations. Et on a saisi l'occasion aujourd'hui, au regard du mois de janvier que nous venons de vivre, de faire un point de situation avec vous au regard de la crise sanitaire, des protocoles, etc., puisqu'on était fortement impacté depuis le début janvier. Et puis de vous donner un certain nombre d'informations aussi, autres sur les subventions qui arrivent au cours de l'année 2022, que beaucoup de clubs peuvent en bénéficier par rapport à ça. Et puis quelques éléments, alors là, ce sera essentiellement sur les clubs employeurs, sur la temporalité du mois de fin janvier, début février, puisqu'il y a eu quelques changements pour les clubs employeurs à ce jour. Voilà. Comme d'habitude, on coupe les micros, mais tout le monde a l'habitude maintenant. Et puis surtout, vous avez le chat à côté qui vous permet qu'on pose des questions et que vous puissiez voir les choses en fonction. Voilà, on vous répond soit en direct, soit on vous met la réponse dans le chat. Alors, protocole sanitaire, on commence à le connaître par cœur, même s'il change régulièrement. Vous avez reçu ce magnifique panneau qu'on va essayer de vous décrire, puis on répondra à toutes les questions, même si on en a fortement répondu depuis un certain nombre de semaines aux différentes personnes. L'idée, c'est qu'on va couper le tableau en deux, avec considérer que les personnes sont soit positives, soit négatives en fonction de ça. Et donc, on explique tout ça parce que l'arrivée du pass vaccinal le 24 janvier a un peu perturbé les choses en termes d'organisation et a complexifié le tableau qui était un peu plus simple avant. Donc là, je prends la partie haute du tableau. Donc l'idée, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, si vous avez une personne qui est donc testée positive, donc qui a donc alors qui peut être testée soit par un autotest, un test antigénique ou un test PCR. Si c'est un autotest, il doit être forcément confirmé par un antigénique ou un PCR. C'est pour ça qu'on arrive à cette partie-là. Si ce cas-là est confirmé, effectivement, on a 2 types de personnes. Alors, il y a eu cette case orange qui a été rajoutée qui a posé problème puisque, effectivement, le pass vaccinal est obligatoire pour les plus de 16 ans. Mais les 12-15 ans qui auraient un pass vaccinal rentrent dans la case verte d'au-dessus, ce qui correspond, je ne sais pas, à 80-90% de nos licenciés à ce jour qui se sont fait vacciner. Alors, peut-être sur la tranche d'âge 12-13 ans, peut-être un petit peu moins en termes de pourcentage. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, vous avez une personne qui est vaccinée, qui a ses 2 doses actuellement, plus une dose de rappel en fonction de la période où il a eu sa 2e dose, et ben, il est considéré dans la case verte. Ça veut donc dire qu'il est exclusivement à l'isolement strict de 7 jours et qu'il a le droit de sortir de l'isolement à J+5 s'il a un test négatif par rapport à ça. Et ensuite, il peut reprendre la pratique sportive à J+6 ou J+8, c'est-à-dire une semaine après être sorti, donc à la sortie de l'isolement, concrètement en termes de choses. La case orange correspond en fait aux personnes les jeunes de 12 à 15 ans qui utilisent ce qu'on appelle encore le pass sanitaire. Le pass sanitaire, ça correspond en gros à un test que je fais dans les 24 heures et qui me permet d'accéder à un gymnase pour nous en termes de choses. Donc, il y a encore peut-être quelques jeunes, il y en a encore certains, des jeunes de 12-15 ans qui, pour accéder à l'entraînement ou au gymnase, font un test PCR ou un antigénique ou etc., ça, validé, et qu'à partir de là, ils peuvent rentrer. Voilà, donc ça correspond à ces personnes-là par rapport à ça. Et donc, eux, s'ils sont Covidés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune dose ou ils ont un schéma vaccinal qui n'est pas complet à ce jour, ils sont isolés 10 jours stricts, et ils ne peuvent sortir qu'à partir du 7e jour par rapport à ça, sans symptômes, et une reprise de la pratique qui est plus décalée dans le temps, qui est à J+8 ou J+11 en fonction de la sortie de l'isolement par rapport à ça. Voilà. Donc, s'il est à J+7, il peut sortir, il peut jouer à J+8. S'il est strictement à 10, il sort à J+11. On est donc après, on est sur la partie basse du tableau, sur les cas contacts. Donc, les cas contacts, je vous rappelle, ce sont donc des personnes qui sont plus de 15 minutes en face à face sans respect des gestes barrières avec une personne. Donc, en gros, c'est des jeunes ou des adultes qui s'entraînent dans le même gymnase à l'instant T. C'est des gens qui sont fronts par rapport à un match, normalement, puisque sinon, il n'y a pas de cas contact si tout le monde respecte le protocole, puisque normalement, les encadrants techniques doivent être en masque systématiquement tout au long de la séance, donc ne peuvent être considérés comme cas contact
à partir de là. Et tous les publics et toutes les personnes qui sont dans le gymnase sont masqués, donc ne sont pas considérés comme cas contact. Donc, normalement, les seuls cas contacts qui peuvent exister lors d'un entraînement sont les joueurs entre eux ou les joueuses. Et lors d'un match, ce sont les joueurs, les joueuses et éventuellement les arbitres qui peuvent être en proximité forcément des joueurs et des joueuses qui sont sur le terrain. Là, on est sur exactement la même chose. Il y a eu une sorte de quiproquo à ce moment-là avec cette case orange. Comme je vous disais juste avant, la plupart de nos licenciés sont dans la case verte. C'est-à-dire que cette case orange, avec cet isolement strict de 7 jours si on est cas contact, c'est pour les personnes qui n'ont pas de schéma vaccinal actuel, donc non complet, etc., et qui utilisent la méthode des tests PCR ou antigéniques de 24 heures pour pouvoir accéder à l'ERP. La plupart de nos licenciés aujourd'hui, alors effectivement sur les catégories moins de 15, peut-être moins de 13, c'est un peu plus complexe, sont dans la case verte et donc n'ont pas d'isolement et font un autotest à J0, puis à J+2 et à J+4. On est actuellement maintenant dans le même protocole que l'éducation nationale. Et donc, on est à J0, J2, J4 avec possibilité de faire des autotests à chaque fois. Donc, en gros, on vérifie que la personne n'a pas contracté le virus tous les 2 jours et qu'on considère qu'à J+4, le taux d'infection n'est plus possible à partir de là. Regardez le protocole. Et le maintien de la pratique handball est possible. Ça veut donc dire que si potentiellement, alors effectivement, c'est toute une procédure, mais si vous avez un cas Covid, alors on va dire extrême, je vais dire le vendredi soir, lors d'un entraînement, et que le lendemain matin, vous arrivez en termes d'organisation à ce que chacun fasse un autotest avant de partir au match, tout le monde a le droit de pratiquer le soir même, le samedi soir, en termes de jeu, sauf celui qui est positif du vendredi soir, comme on aurait un joueur blessé qui serait fait une entorse à la cheville, sauf que bon, c'est un peu différent, mais voilà, on est dans la même configuration par rapport à ça. Aujourd'hui, l'autotest du lendemain permet de pratiquer dès le samedi soir, dès le dimanche, en termes de choses, ou de revenir à l'entraînement dès le lendemain, c'est-à-dire que vous avez un testé positif le mercredi lors du premier entraînement, le jeudi et le vendredi, autotest pour tout le monde, le vendredi, tout le monde a accès à l'entraînement par rapport à ça, et il y a donc normalement à J+2 un contrôle, s'ils sont testés le jeudi pour le samedi, pour pouvoir aller jouer au match. Voilà un peu les organisations actuellement. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Parce que je n'ai pas accès au chat. Non, pour l'instant, il n'y a rien sur le chat. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions en oral? Donc, je viens de poster un truc. Moi, j'ai eu l'ARS suite à 2 cas contacts au niveau du club. Ouais. Donc, ça concerne les gens qui sont coachs, entraîneurs ou autres, qui sont donc en dehors du terrain. S'ils avaient le masque, ils n'ont pas, enfin, ils sont considérés comme verts, donc ils n'ont pas à faire de test ni autre. Oui, tout à fait. S'ils ont le masque, ils respectent le geste barrière, normalement. C'est ça. Et donc, ils ne sont pas considérés qu'à contact. Voilà. Alors après, bien sûr, je suis dans les scies, puisque vous êtes tous dans les gymnases actuellement et que tout le monde ne respecte pas ou a des fois dilettantes, surtout qu'en ce moment, le port du masque est quand même avec un joli point d'interrogation depuis quelques jours. Déjà en extérieur, il est plus obligatoire depuis aujourd'hui ou hier, je ne sais plus exactement la date. Et puis, il y a déjà des grandes discussions sur le port du masque à l'intérieur, qui est déjà en point d'interrogation. Donc déjà, il y a des gens qui le portent de moins en moins, et les entraîneurs, effectivement, c'était complexe de manager avec un masque ou d'entraîner avec un masque pendant 1 heure et demie, parce que forcément, en termes de portée de voix, etc., ce n'était pas simple. Donc, voilà. Mais bon, effectivement, normalement, si on respecte bien, ils ne sont pas considérés comme cas. Voilà. Et ben, on continue, si pas de souci. De toute façon, ça peut revenir. L'idée, c'était de vous faire un point parce que vous avez subi, en tout cas, été de plein fouet par rapport à ça, par rapport à cette crise sanitaire et en particulier sur le mois de janvier. On voulait déjà saluer l'énorme travail qui a été mené par les dirigeants de club actuellement, parce qu'on a vécu 3 week-ends très complexes, avec un week-end à cheval où il y avait moins de matchs. On a été pris de plein fouet dès le premier week-end de championnat au retour du nouvel an, avec des reports importants de la part de l'ensemble des matchs par rapport à ça. Simplement vous dire aujourd'hui, alors là on est sur la saison entière, hein, et on reprendra point par point plutôt sur le mois de janvier, mais on a quand même joué 1935 matchs aujourd'hui, c'est-à-dire que la saison s'est à peu près déroulée de manière très régulière, avec quelques reports au mois de décembre, mais il y a eu énormément de matchs en amont, et qu'à ce jour, on est autour entre 400 et 500 reports de matchs exclusivement sur le mois de janvier. On différencie à ce jour, nous, 2 types de matchs, c'est pour ça que je vous expliquerai par la suite, des matchs qui ont déjà
leurs validations de report qui sont dans Gestand et qui sont validées, et ce qu'on appelle des reports avec anomalie, c'est-à-dire que la date de report n'est toujours pas fixée, elle est en cours de validation. Donc voilà, c'est des termes un peu entre nous, mais voilà, par rapport à ça. Donc effectivement, sur la période de 5 mois, on va dire, 83% des matchs ont eu lieu. On vous a fait un petit détail particulier par rapport au mois de janvier, qui là est sur des statistiques qui sont un peu différentes. Alors le niveau 1 correspond au niveau régional, concrètement, donc les équipes seniors au niveau région par rapport à ça, et les équipes de niveau 1 jeunes qui sont élite et excellence, qu'on appelle, et puis ce qu'on appelle le niveau 2, c'est tout le niveau honneur et les premières et deuxièmes divisions masculines et féminines. On se rend compte qu'en fonction des week-ends, on a des pourcentages qui varient, mais on est autour d'une soixantaine de pourcents de matchs joués, voilà, à peu près en termes de choses par rapport à ça. Sachant que les statistiques, elles sont sorties dès le premier jour, dès le lundi matin, et que c'est l'extrême. C'est-à-dire qu'il remonte à partir de là quelques feuilles de match le lundi, mardi, parce que tu n'arrives pas dans le Gestand, où des clubs oublient le dimanche soir encore d'envoyer leurs feuilles de match. Donc, on est un peu au-dessus, enfin, à partir du mardi, mercredi, mais on sort, nous, les chiffres dès le lundi matin pour se donner une tendance actuelle du week-end et voir les choses. Voilà, donc ça vous donne une idée concrètement du nombre de matchs qui ont été joués ou pas. Donc, montrer. Vous dire aussi qu'effectivement, on a mis un protocole Covid en place de report qui a été assez bien suivi par les clubs, ce qui a permis de mettre un peu de fluidité, de lisibilité, de la réactivité. Nous, on a essayé au niveau de la Ligue, avec 2-3 personnes, de gérer cette adresse Covid et de vous répondre dans les meilleurs délais le plus rapidement possible, c'est-à-dire concrètement, des fois, dans la minute qui suit, ou dans l'heure, ou dans les 2-3 heures, et de refaire des relais à la fois le samedi matin et le samedi soir pour essayer que tout le monde soit prévenu et qu'il n'y ait pas de déplacement intempestif par rapport à ça. Voilà. Mais au regard de nos connaissances, il y a eu quelques exceptions où il y a eu quelques couacs de matchs, mais etc. Mais dans la majorité des cas, et même dans la totale majorité des cas, tous les matchs qui devaient avoir lieu ont eu lieu et tous les matchs qui devaient ne pouvant avoir lieu ont été communiqués entre chacun, etc. Hop. Jérémy, il y avait une petite question auquel David a répondu. Pour les personnes non vaccinées qui contractent le Covid, est-ce que ça leur permet d'avoir un pass pour un temps donné? Très bonne idée. Alors David a répondu oui, 4 mois à partir du 11e jour après le test positif. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a des ajustements parce que suite à l'intervention d'Olivier Véran hier sur BFMT, pour ceux qui suivent une actualité très précise, il a clarifié la chose en disant qu'une contamination égale une injection. Donc concrètement, aujourd'hui, le pass vaccinal est en trois injections, avec 2 injections plus une de rappel, pour être très précis dans les textes ou dans les termes. Et actuellement, donc en gros, concrètement, les personnes, pour avoir un pass vaccinal, ont besoin des 2 mois. Alors, s'ils ont eu 2 injections et qu'ils contractent le Covid, leur dose de rappel n'a pas besoin d'avoir lieu. Et s'ils ont déjà eu le Covid une fois, puis ils ont fait leur dose, puis etc., par rapport à tout ça. Et effectivement, à partir du 15 février, le certificat de rétablissement est ramené à 4 mois au lieu des 6 mois, je crois, auparavant. Voilà. Donc, effectivement, il faut être dans un schéma vaccinal. C'est-à-dire que si vous avez le Covid, je ne suis pas sûr que si quelqu'un n'a aucune dose et contracte le Covid dans la semaine, il n'aura pas de passe vaccinal. Non, exact, je confirme. Il faut avoir au moins une dose. Voilà. Tout à fait. Et après, une fois que tu as une dose et que tu as contracté le Covid, il te faut un rappel après. Dans les 4 je ne mois, sais plus, dans les 4 mois, voilà. Après. Alors, pour être très précis, c'est entre le 5e et 7e mois jusqu'au 15 février, enfin jusqu'au 14 février, pardon, jusqu'à la Saint-Valentin. Et à partir du 15 février, ça bascule sous 4 mois. Donc, attention aux périodes qui sont… et les gens disent, tiens, je le ferai entre le 5e et 7e mois. La règle change le 15 février. Donc, je peux avoir un pass vaccinal le 14 février au soir, mais je ne peux ne plus en avoir le 15 février par la nouvelle règle. Voilà. Donc, nous, ça aura un peu de chance qu'on sera en période de vacances et on aura peu de matchs. Mais pensez peut-être à vérifier auprès de vos joueurs et des différentes personnes si ils n'avaient pas prévu de ne pas faire de dose de rappel actuellement et de jouer sur les 7 mois. Le 15 février, la règle change. Et donc, attention à ne pas se faire avoir et se retrouver devant le gymnase, je ne sais pas, le 25 ou 26 février avec un pass vaccinal qui n'est plus à jour. Voilà, ça serait dommage d'avoir fait un déplacement pour avoir essayé de jouer avec les dates par rapport à ça. Merci Pascal.
effectivement, pour la confirmation. Autre question? Rien sur le chat. Bon, très bien. On continue. Bon, alors là, c'est les règles que vous connaissez, vous avez appris, qu'on vous a communiqué. On a souhaité, lors du mois de janvier, avoir une position, on va dire, de responsabiliser les clubs. C'est le choix des élus de la Ligue et de l'ensemble des élus sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on a adopté une règle commune, concrètement du U11 à la Nationale 3 féminine, puisque nous, on gère que c'est un. On s'est détaché du protocole fédéral qui est beaucoup plus strict en termes d'organisation, en tout cas sur le mois de janvier, puisque il y a besoin de cas avérés, 3 chez les seniors, 2 chez les moins de 17, moins de 18. On a pensé qu'au regard de l'activité, etc., les dirigeants de club étaient les mieux à même, au regard de la réactivité, de pouvoir prétendre ou pas. Donc, on est parti sur un cas, nous, au départ, en fonction de ça, et surtout sur la volonté de se dire qu'on avait envie de jouer et que je pense que si les dirigeants demandaient une demande de report ou un entraîneur, etc., c'est parce qu'il n'avait pas les conditions pour pouvoir jouer au regard de ça. On vous a aussi possibilité de jouer en semaine, mais bon, ça a été peu utilisé encore actuellement parce qu'on a des dates de report possibles. De jouer 2 matchs le même week-end, c'est en cours de se mettre en place par rapport au match de Coupe de France, ou etc. Il y a quelques endroits où ça permet de jouer quelques matchs en termes de choses. Et puis de jouer pendant les vacances quand les 2 clubs sont d'accord, etc. Il y aura quelques matchs pendant les vacances de février, mais c'est quand même pas le report. Par contre, effectivement, vous avez énormément utilisé la période des 2 week-ends qui étaient prévus balisés de Randa 4, où là, il y a énormément de matchs qui sont positionnés, qui permettront de les réaliser par rapport à ça. Donc ça, c'est la situation actuelle. Un nouveau protocole est en cours de validation pour différentes raisons aujourd'hui. Par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on suit de manière très précise, et je peux vous montrer qu'on est dans quelque chose. Alors, si ça veut bien sortir, du PowerPoint, il ne veut pas sortir. Non. Voilà. Voilà, vous voyez un tableau apparaître. Alors, c'est une usine à gaz, je vous l'avoue, en termes de choses. Mais nous, aujourd'hui, on pilote week-end par week-end depuis avant-hier, parce que le fichier est à jour, chaque équipe de championnat. Et on sait exactement combien chaque équipe, alors si on prend par exemple la pré-nationale féminine, aujourd'hui, on va prendre un club que je connais très bien, le Bourgeon de Belle 18, qui est un très mauvais élève, donc comme ça sera très bon, chose, a 3 dates de report. Vous voyez, le 11-12 décembre n'a pas joué, le 8-9 janvier n'a pas joué, et le 22-23 janvier n'a pas joué. Et donc, ça veut donc dire que si on est en date jaune actuellement, on sait que les dates de report sont validées et on a affecté les dates de report, vous voyez sur le côté, en R9, R10 et R11, c'est-à-dire qu'on voit que, alors il n'y a pas le R11, pardon, il sera le 14-15 janvier, mais peu importe, en termes de choses. Donc, on se rend compte que quand on met ça, si cette équipe-là de pré-nationale féminine de Bourges, au 29-30 janvier, donc elle a joué, il lui reste concrètement peu de week-ends avant le 21-29, parce que si elle joue le 14-15, concrètement, il lui reste un seul week-end de report. Sinon, elle joue tous les week-ends jusqu'à fin mai, en termes de choses. Donc là, on est en train de voir ça, et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des équipes qui sont en très haute tension en termes de matchs de week-end, etc. Donc, on a pris toutes les équipes, une par une, toutes catégories confondues, tout niveau confondu, du 11 au U13. Vous voyez, voilà, toutes les équipes. Il y a plus de 900 équipes. On a 750 équipes de mémoire au niveau de la Ligue. Et donc, on a repris ça et on regarde par un pourcentage les choses en termes de tension. Et on se rend compte que des équipes aujourd'hui sont en grande tension en termes de report de match par rapport à ça. Les cases en rouge, simplement, c'est pour vous dire que, alors il y a peut-être des actualisations à faire depuis aujourd'hui, ce sont les reports qui n'ont pas encore été validés dans le gestion de manière par la COC. Peut-être que vous avez entre clubs validé le report et que c'est juste un dispositif, mais l'idée, elle est là aujourd'hui. Et donc, on se rend compte aujourd'hui qu'on est sous tension sur certaines équipes. Donc, on va essayer de suivre ça à la lettre pour essayer de voir comment. Puisque l'enjeu, vous l'avez bien compris, et ça sera la communication par rapport à ça, c'est que l'enjeu, c'est d'essayer de finir au maximum nos championnats, de valider des classements pour mettre en place des accessions et relégations. Donc, dès demain, en conseil d'administration de la Ligue, où les représentants des comités sont présents, on exposera, on validera un nouveau protocole. En tout cas, il y aura un débat entre les comités et la Ligue pour faire des propositions d'un nouveau protocole ou pas, sur les cas, etc. Et qui vous sera communiqué soit la semaine prochaine, soit début de semaine, deuxième semaine des vacances, pour que tout soit prêt pour le retour du premier week-end de championnat, le 25-26 février en termes de choses. Donc, voilà. Ce qui nous permettra de conclure les choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Oui, moi. Oui, je ne sais pas qui dit moi. Parce que
Allez-y. Florence, ton micro, il est fermé. Il est toujours fermé. C'est bon. Il a l'air d'être ouvert. Il est ouvert? Ouais. Oui, bonsoir. Nous, on a un match reporté samedi, là, qui arrive. En fait, on l'a reporté au niveau des horaires. On a décalé d'1 heure. C'est validé sur Gestand, mais par contre, ça apparaît toujours à l'ancienne heure sur le site de la Fédé et on a peur que les arbitres arrivent 1 heure en retard. Comment on fait? Alors, c'est quel type de championnat? C'est quoi comme match? C'est les seniors en département. Donc, c'est Agnès qui, demain matin, va avoir une alerte sur son truc et qui va valider la demande de report. Et ça va automatiser après derrière les choses. Sinon, il faut appeler Agnès demain matin pour que ça soit validé et que les arbitres vont être informés du décalage du match, etc. Voilà. Ok, donc j'appelle Agnès. Si le club initial a validé, que le club adverse a validé, donc on est à cette étape-là, c'est au comité de valider derrière. Et après, ça va engendrer l'automatisation pour les arbitres, etc. Ok, merci. Donc, voilà, voir avec Agnès demain matin. Ok. Une question, Jérémy, par rapport à ce que tu as présenté comme tableau, la date butoir apparaît être le 22 mai. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a aucun plan de se donner de la marge sur les week-ends qui vont après en termes de report? Bien sûr que non, tout à fait. Et vous avez vu, on a même anticipé le tableau, il y a même les dates de juin. Donc, c'est dire qu'on est dans cette idée-là aussi, dans le tableau Excel que j'avais montré. Effectivement, on a même mis, vous avez vu, on va jusqu'à la fin. Non, on ne s'est pas bloqué ces dates-là aujourd'hui. Nous, on essaye, dans la mesure du possible, d'atteindre ça. Après, effectivement, on va essayer de réfléchir dès demain et on va voir avec le temps comment ça s'organise. Et puis, chaque championnat va être différent. Puisque vous avez sur certains championnats des deuxièmes phases qui sont prévues, peut-être qu'on ne les mettra pas en place parce que ça ne sert à rien d'organiser des deuxièmes phases tant que la première phase n'a pas été réalisée dans sa globalité. Et puis pour les championnats qui finissent au 21-22 mai, effectivement, on voit bien qu'on a cette capacité à aller sur le mois de juin s'il y a besoin pour essayer de finir l'ensemble des classements, etc. Voilà. Mais on se rend compte déjà qu'il y a des équipes qui sont déjà, s'ils reportaient le 26-27 février leur prochain match, elles sont quasiment obligées de jouer déjà au mois de juin, aujourd'hui, puisqu'ils n'ont plus de date de report, etc. Ou c'est le jeudi de l'Ascension, ou c'est etc. Ou c'est le week-end de Pentecôte, ou c'est. Enfin, bref. Donc, effectivement, il faut qu'on voit ça en termes de choses. Alors, Florence, petite info d'André qui nous dit que Agnès ne travaille pas demain matin, mais uniquement demain après-midi. Et on a une question de Noémie de Vov, pardon. Est-ce qu'on peut reporter un match qui a déjà été reporté? Oui, c'est possible. En tout cas, actuellement, dans les règles qu'on a fixées jusqu'à maintenant, oui, on peut reporter un match qui a déjà été reporté. Tout à fait. C'est déjà arrivé même en dehors d'une crise sanitaire. Oui. Sur 2 week-ends de neige consécutifs, c'est déjà arrivé. À l'époque où il y avait de la neige. Et c'était notre seule bonne raison de reporter les matchs du mois de janvier. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on continue. De toute façon, ça peut revenir d'ici la fin de la présentation. Simplement vous donner des informations donc, sur le fonds de développement de la vie associative et sur la campagne INS. C'est 2 subventions que vous avez déposées, enfin, vous avez présentées déjà l'année dernière, qui avaient eu un succès un peu plus intéressant. C'est pour vous donner juste quelques chiffres. Ça, c'est juste sur les clubs de handball. Donc, on a environ une vingtaine de clubs de handball qui, l'année dernière, ont mobilisé cette somme-là. Et vous vous rendez compte, à l'exception peut-être de 2 demandes sur le 41, qu'on est sur des sommes qui approchent en termes de choses, les demandes en termes de. Voilà. Donc, les clubs qui demandent ont souvent une subvention actuellement parce qu'il y a peu de demandes sur ce dispositif-là. Alors, on va vous en expliquer un peu les éléments. C'est sûr que ce n'est pas forcément très simple de temps en temps d'en demander. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que la majorité des clubs, à 80%, les clubs qui ont demandé, ont eu au moins une des sommes. Alors, peut-être pas la somme qu'ils avaient demandé, comme d'habitude, mais par rapport à ça. Et puis, c'est des sommes qui ont été assez importantes. Parce qu'il y a des clubs qui ont bénéficié de sommes entre 2 000 et 4 000 euros pour certains au regard de ça. Alors, en plus, c'est accessible à tous les clubs, vous allez voir pourquoi. Alors, la nouveauté de cette année, c'est qu'il faut souscrire au contrat d'engagement républicain. Ça, c'est juste une charte dans laquelle je m'engage sur les valeurs républicaines, etc. On est plutôt sur un conventionnement, ça n'a rien
de très problématique. Et ensuite, on est sur 2 types de demandes, soit un soutien au fonctionnement, c'est-à-dire en gros, c'est une subvention au fonctionnement de la vie associative, c'est-à-dire qu'un club peut demander jusqu'à plafonner 5 000 €. Vous verrez qu'il y a quelques critères d'éligibilité pour ces clubs-là. Ou alors, on a le droit de demander sur des soutiens aux projets innovants par rapport à ça. Et le club, cette année, pourra demander 2 projets, alors que l'année dernière, il ne pouvait demander qu'un seul projet par association. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de proposer une activité qui n'est pas sur le territoire, peu pourvue, et proposer un projet fédérant plusieurs associations, même si de temps en temps, ça n'a pas été le cas pour tout le monde. Mais l'idée, c'est d'être en partenariat avec soit une autre association, soit des structures qui permettent de mettre en place des projets. Donc, on vous a mis les petits schémas en termes de choses. Vous pourrez les reprendre a posteriori de la réunion et quand on vous enverra les documents. Donc, effectivement, on est sur le bas, pour nous, appel projet, pas sur le haut. La notion de bénévole, formation de bénévole, ça ne nous concerne pas nous, en termes de club, en tout cas pour les clubs. Donc, axe 1 sur le fonctionnement et axe 2 sur les projets innovants en termes de choses. Vous avez tous les liens ici. Ce sont des dossiers à télécharger et c'est une dépôt sur le compte asso, classiquement, comme on commence à en avoir en termes de choses. Donc voilà, vous avez tous les éléments, etc. Et la fin de demande est au 14 mars 2022 à minuit. Sur les critères d'éligibilité, ne seront pas prioritaires normalement les associations qui ont déjà été financées en 2021. Normalement, les 20 clubs qui ont demandé cette année ne sont pas prioritaires, sauf s'il n'y a pas d'autres clubs qui demandent. On se rend compte que d'une année sur l'autre, certains clubs bénéficient de cette subvention-là. Par rapport à ça, et notamment sur les aides publiques ne représentent pas plus de 80% du budget sur des termes. Et notamment si les associations sont déjà financées dans le cadre de dispositifs soutenus par l'État. Vous ne pouvez pas être, ça ne peut pas être une action qui est cofinançable, c'est-à-dire qu'elle vient en support d'aucune subvention qui ont déjà eu lieu sur cette action-là. Voilà. Donc, si vous avez déjà une subvention d'ANS ou de contrat de ville, ou etc., donc une subvention d'État, vous ne pouvez pas demander sur ce même projet-là. Il faut qu'il soit l'unique financeur public au regard de cette subvention-là. Par contre, vous pouvez avoir d'autres financeurs de collectivités territoriales. Ça, c'est possible. C'est que les financeurs d'État. Juste la différence, et que c'est important quand même, c'est que sur le projet de subvention, enfin, fonctionnement à la vie associative, cela ne correspond qu'aux associations qui ont maximum 2 ETP, alors 2 emplois à temps plein. Voilà. Les clubs sportifs qui auraient plus de 2 salariés à temps plein, ils ne peuvent émarger que sur les projets innovants. Donc, concrètement, ce sont exclusivement pour les associations qui ont peu d'emplois, voire 0 emploi. Ce n'est pas de 1, 2, c'est 0 emploi, 1, 2 emplois. Vous pouvez demander une subvention sur ces projets de fonctionnement-là par rapport à ça. Et après, sur les clubs qui sont plus gros avec plus d'emplois, vous ne pouvez émarger que sur les projets innovants par rapport à tout ça. Donc, attention sur ce petit critère d'éligibilité, en tout cas pour les clubs qui sont avec des structurations plus importantes. Et puis donc là, on est sur le deuxième axe qui est sur les projets innovants. On vous a donné quelques informations par rapport, parce que l'idée, c'est qu'il y a un intérêt général. Des projets qui ont été subventionnés la saison dernière dans le cadre du handball. Il y a eu des projets autour du développement durable. Un certain nombre de projets ont été mis en place, comme vous vous en rappelez peut-être plus, mais nous avons joué qu'en extérieur exclusivement l'année dernière. Nous étions sur nos terrains extérieurs et nos terrains bitumés. Et donc, il y a des clubs qui ont mis en place des choses autour du développement durable, de l'écologie, du ramassage des déchets après les entraînements, etc., du maintien de l'espace naturel dans lequel ils jouent, etc. Et donc, ils ont eu des sommes importantes par rapport à ça, avec des sensibilisations. Il y a eu des clubs qui ont eu des subventions sur le sport handicap aussi. Il y a quelques associations autour du hand ensemble, etc., du sport santé aussi. Voilà, ce sont des projets qui sont liés au développement de la pratique en général. Et puis là, je m'adresse, mais je leur redonnerai l'information au président de comité demain. Je ne sais pas si on l'a marqué, mais il est possible aujourd'hui que la tête de réseau puisse demander une subvention pour plusieurs clubs qui n'auraient pas la capacité de pouvoir le faire, comme c'était le cas dans certains dossiers. C'est une nouveauté de cette année. Je ne sais plus où ça apparaît, mais bon, en tout cas, on en reparlera demain au CA. Pour les présidents de comité, pour les petits clubs qui ne pourraient pas bénéficier, etc., il pourrait peut-être y avoir une demande commune. Je reviendrai à vous par rapport à cette précision-là, qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant sur le FDVA. Donc, ça pourrait être intéressant pour développer la pratique sur un certain secteur. Vous avez ici tous les correspondants, qui sont de temps en temps pas les correspondants qu'on a l'habitude d'avoir, puisque ce sont soit des correspondants de préfecture, de temps en temps des services sport ou pas, dans les services jeunesse et sport. Et voilà, vous avez les différents contacts actuellement par département. Donc, on vous invite à les contacter si vous souhaitez les mettre en place.
Surtout, ça vous permet de leur présenter leur projet au moins à l'oral ou par écrit pour savoir si c'est éligible ou pas. Eux, on peut avoir un premier filtre d'orientation, de réorientation de votre projet pour vous permettre à un moment donné d'être sûr que si vous faites une demande, il y a des chances que ça puisse aboutir. Je n'ai pas dit que ça va aboutir, mais qu'on ne vous dise pas, bah non, ça ne correspond pas aux critères du tout, ou alors il faut le réorienter par rapport à ça. Voilà. Donc, je vous invite dans un premier temps à aller consulter ces personnes-là, les appeler. Surtout, ils aiment bien parce que surtout, ça leur permet de savoir les flux qui vont arriver et de ne pas découvrir des projets qui vont arriver alors c'est le 14 mars, etc., le 13 au soir dans le compte asso. Ils aiment bien avoir eu un échange avec l'association. Ça vous permet de vous de l'expliquer. Et que de temps en temps, si vous l'expliquez mal au travers de l'écrit dans un dossier très formalisé administratif, de temps en temps, ils peuvent le redéfendre eux en termes de projet pour dire, ben oui, j'ai eu la structure, elle veut faire un tel type de projet, etc. Voilà. Une petite question, est-ce que les apprentis sont comptabilisés dans les ETP? Oui. Tout à fait. Les équivalents temps plein, c'est la DSN en fait. Eux, sur la déclaration nominative auprès de l'URSSAF, c'est à partir de ce critère-là qu'ils prend et comme les apprentis sont déclarés, même s'ils ne payent pas de charge. Émilien, j'ai vu votre question, hein, je la poserai un peu plus tard à la fin, au moment des questions diverses. C'est sur la compta. Ah. Et une question de David pour le FDVA, pour les projets innovants. Est-ce que c'est uniquement disponible sur certains bassins comme les zones rurales prioritaires? Non, pas du tout. C'est lié au milieu, c'est une demande de subvention liée au milieu associatif en général. Pour une fois, il n'y a pas de territoire prioritaire qui est enclenché, ou en tout cas qui fait partie des critères. On est plutôt sur des projets qui développent, au contraire, ce sont normalement des projets qui sont dans un territoire et qui n'existent pas dans le territoire. Donc, pas de souci là-dessus, pour une fois. Et puis, juste petite remarque, parce que ça, on passe à la NES après, c'est que les 20 clubs qui ont fait leur demande de FDVA, on les incite à faire s'ils refont une demande, il faut qu'ils fassent leur bilan avant de faire leur demande. Donc, il faut qu'ils aient fait leur bilan dans le compte asso de FDVA avant le 14 mars, avant leur demande finale qu'ils vont faire. Sinon, elle ne pourra pas être prise en compte dans le cadre de la nouvelle demande sur 2022. Sur la campagne NS, quelques informations très générales, mais on reviendra vers vous. On fera sans doute une webinaire très particulière là-dessus, puisque c'est nous qui maîtrisons, je vous rappelle, la campagne NS 2022 sur les projets d'action. C'est-à-dire que l'Agence nationale du sport, via la fédération, nous attribue une somme et à partir de là, à partir de critères, etc., c'est nous qui accompagnons et qui instruisons l'ensemble des dossiers par rapport à ça. Mais déjà, vous dire dès maintenant, mais vous avez déjà reçu un mail de la part de David Suarez, salarié au niveau de la Ligue et du Comité 45, en charge de ce dossier-là, de faire vos bilans. Vous avez accès à vos bilans sur la plateforme Comptasso et il faut que vous les ayez faits avant votre demande de 2022. Donc, pour étaler votre activité de bénévole, on vous incite à faire vos demandes de bilan de vos actions 2021. Et comme beaucoup de clubs ont été aidés l'année dernière, je crois autour d'une cinquantaine de mémoire, ces 50 clubs-là doivent faire leur bilan. Attention, tous les clubs doivent le faire. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas de demande 2022, il faut que vous fassiez votre bilan 2021 de votre action parce que l'État pourrait vous être amené à vous redemander la somme si vous ne faites pas votre bilan en temps et en heure, en termes de choses. Donc, c'est une démarche administrative sur Comptasso. Vous avez un bouton qui apparaît qui met compte rendu financier de subvention. Vous cliquez dessus, vous remplissez les différentes données. On vous invite de manière très stratégique à dire que vous avez fait en partie l'action que vous avez menée. Surtout de ne pas dire que vous n'avez fait pas du tout l'action, parce que l'État, en termes de contrôle, pourrait vous amener à vous redemander la somme, même s'il y a peu de chance en termes de choses. Mais voilà, donc on vous invite stratégiquement à dire que vous avez essayé de commencer l'action, que vous avez mis en place ça, que vous avez eu des difficultés pour la mener dans le cadre de la crise sanitaire, mais que vous avez essayé de mettre en œuvre des choses, que vous avez annulé certaines choses. On l'entend tout à fait, que vous avez peut-être mené cette action sur 2 mois, 1 mois ou au moment des ouvertures. Je pense en particulier en 2021, on a repris l'activité normale en septembre-octobre. Donc voilà, ou même sur la fin d'année. Donc n'hésitez pas en termes de choses à dire que vous avez reporté sur une autre partie, même si la demande de subvention était différente au départ un peu. Voilà. Concernant la demande de fonctionnement, le bilan, c'est juste le bilan annuel à fournir sur les subventions de fonctionnement, FDVA. Oui, tout à fait. Non, il y a des petits textes à écrire, qu'est-ce que vous avez fait, etc., en termes de choses. Mais comme il n'y a pas de projet spécifique, donc il n'y a pas le bilan du projet à décliner.
Non, faut remettre en fonction de ce que vous avez demandé au départ. S'il y avait juste subvention de fonctionnement, vous remettez le terme que vous aviez mis dans votre demande initiale, les termes que vous aviez demandé. Après, il y a des particularités d'un département à l'autre en termes de gestion de ce dossier-là. Donc, parce que chaque département a sa somme globale, chaque personne a un agent, vous avez vu, par département. Donc, forcément, je vous invite à… Et puis, si vous avez vraiment une question liée au FDVA, liée à la particularité, vous appelez le référent, vous dites où est-ce que vous en êtes, et puis vous orientera, comme ça évitera la problématique par rapport à ça. Virginie, lève la main, ouais. Ça, je le vois arriver, ça. Ok. Vous pouvez ouvrir votre micro, Virginie. Oui, excusez-moi. Oui, donc ma question, c'est on a eu une somme avec l'ANS, c'était pour organiser un beach handball. Donc, il n'a pas pu se faire parce que, à cause du Covid, on n'avait pas assez de participants et tout ça. Et notre idée, ça serait d'essayer de le refaire en juin, mais on n'a pas encore tout calé et tout. Comment je peux le présenter au niveau de l'ANS? C'était une demande ANS? Oui. D'accord. On avait une subvention pour ça, justement. Donc, il y a deux manières. Il y a soit on peut vous demander à titre dérogatoire que votre subvention soit reportée, vous fassiez un bilan en termes de choses, et que vous dites que voilà, et que là, il y aura sans doute une acceptation de l'ANS. Moi, franchement, je vous incite, on est entre nous ce soir, je vous incite à mettre que vous avez essayé de le mettre en œuvre, etc., que pour X raisons, il n'a pas pu avoir lieu en termes de choses, que vous aviez mis telle chose, que vous aviez engagé peut-être un peu d'argent en termes de choses, et que voilà. Et que vous refassiez une demande de 2022 ou pas en fonction, ou qu'on reporte votre somme de 2021 sur 2022 en termes de choses. Parce que oui, effectivement, on a dépensé des sous, alors pas la somme qu'ils nous ont allouée, mais… C'est déjà une première chose, les premiers éléments que vous pouvez mettre en termes de choses. Oui, de mettre les factures qu'on a engagées. Engagées et tout ça. D'accord, ok. Merci. Et David évoque le temps bénévole des préparatifs aussi. Évaluer le temps des bénévoles. Ouais, bonne idée, oui. Après, nous, on aura comme c'est nous qui gérons en termes d'ANS, on a une lisibilité sur ce qui a lieu et ce qui n'a pas eu lieu. Donc, effectivement, les demandes, par exemple, vous referiez une demande en 2022 alors que vous n'avez pas, avec la même somme, etc. On pourrait à un moment donné dire ce n'est pas un projet prioritaire cette année, il a déjà été financé, il n'a pas eu lieu dans sa globalité. On ne va peut-être pas le financer ou on ne le financera pas à la même hauteur en termes de choses. Voilà. On pourra gérer ça, ce qui paraît très logique par rapport à d'autres projets. Je continue s'il n'y a pas de… Il n'y a pas de questions. Bon, de toute façon, on continue. Juste quelques informations très générales par rapport à ça. Vous dire qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir comme chaque année, à monter des formations professionnelles et qu'on va ouvrir 2 types de formations dès la saison prochaine. Alors, le titre éducateur de handball, on va essayer de rouvrir. On va pas essayer, on va tout faire pour ouvrir une session dès la saison prochaine en termes de choses. Et on va ouvrir une nouvelle offre, un BPJEPS activité physique pour tous, en partenariat avec le CREPS de la région Centre, pour prolonger les jeunes qui sont éducateurs de handball, qui souhaiteraient avoir des qualifications supplémentaires. Parce qu'en fait, alors c'est très technique, je vous l'avoue, c'est que le TFP4, donc éducateur de handball, permet d'avoir les UC 1 et 2 du BPAPT. Donc le BPAPT est composé de 4 UC, et donc, grâce à l'éducateur de handball, on a la possibilité d'avoir les UC 1 et 2 par équivalence. De plus, on a monté des parcours pour ceux qui sont au fait, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont rentrés en formation en septembre de cette année, donc en septembre 2021, et finissent leur parcours éducateur de handball en octobre 2022, soit 14 mois après le début de la formation. Et donc, on va proposer à ces stagiaires-là de poursuivre, pour ceux qui le souhaitent, un BPJEPS activité physique pour tous dès le 1er novembre donc, de l'année 2022 jusqu'en août 2023, pour leur permettre à un moment donné d'être sur 2 années sportives en termes d'organisation et d'avoir une poursuite de parcours sur 2 années sportives, ce qui permettra aux clubs qui aujourd'hui ont des apprentis, la plupart de ces stagiaires-là en apprentissage, de poursuivre la notion d'apprentissage dans le club et donc d'avoir un apprenti, le même apprenti, sur 2 ans, au lieu de l'avoir sur à peu près 1 année et 2-3 mois, etc., en termes de choses. Voilà. Mais c'est ouvert à d'autres stagiaires par rapport à ça. Donc ça, c'est le métier d'éducateur en handball. Donc on va repartir sur une session. Alors on est en train de réfléchir sur les dates, etc.
parce qu'on a une temporalité qui nous paraît importante, c'est que vous ne maîtrisez pas tout, mais les aides à l'apprentissage sont aujourd'hui reconduites jusqu'au 30 juin. Et on n'a pas de visibilité. Les aides à hauteur de ce qui est aujourd'hui, c'est-à-dire 8 000 €. C'est-à-dire que pour un jeune de 18 à 21 ans, ça ne coûte quasiment rien au club en termes de masse salariale et d'aide par rapport à ça. Elles sont jusqu'au 30 juin aujourd'hui. Donc, on est en train de réfléchir à des parcours parce que pour que les clubs qui seraient prêts et qui auraient un jeune identifié, etc., puissent bénéficier de cette aide à hauteur de 8 000 € dès la première année et pas de l'aide dégressive. Alors, peut-être que ces aides vont être prolongées. On le souhaite. En tout cas, ça fait partie du débat politique aujourd'hui. Même la ministre du Travail en a parlé aujourd'hui, puisqu'on a plus de 35% d'augmentation d'apprentis sur cette année par rapport aux autres années. Donc, c'est dans les débats politiques et en cours des élections présidentielles. Mais on ne sait pas si la loi va sortir avant les élections présidentielles ou après ces prolongements. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est à un moment donné trouver un parcours qui puisse aux stagiaires et aux structures et aux clubs qui sont prêts, les jeunes les apprentis qui sont prêts, de pouvoir signer tout de suite leur contrat d'apprentissage dès le 30 juin, avec un début de formation plutôt au mois d'août ou septembre, et qui leur permettent de bénéficier de ces dettes-là en termes de choses. Donc, on est plutôt dans un service au club au regard de la réglementation par rapport à ça. Mais donc voilà. Donc les contacts aujourd'hui, Patrick est là en visio, etc. Donc nouveau CTS de la région centre, donc sur un volume horaire qui avait été présenté partiellement à l'A1 et qui devrait peut-être rejoindre la région centre de manière globale à la rentrée. Et donc il y a ce dossier-là en charge sur la formation professionnelle. Donc à la fois le TFP4 éducateur de handball et le BPGEPS APT derrière, donc Camille qui gère toute la partie administrative et financière en termes de choses. Et donc, on propose effectivement aussi cette formation-là BPGEPS APT. On sera sur un volume de 1 semaine en formation par mois, de novembre 2022 à août 2023, sur les UC 3 et 4 du BP. Et vous voyez les profils. C'est soit j'ai déjà un BP Sportco et je veux élargir mon champ d'activité parce que je fais partie des éducateurs qui ont eu un BP Sportco avant l'éducateur de handball et je veux obtenir les UC 3 et 4 du BP APT. Soit j'ai un TFP4 éducateur de handball et je veux rentrer, je veux continuer mon parcours, diversifier mes activités, etc. Soit je suis titulaire d'un baccalauréat, mention complémentaire. Il y a une mention complémentaire un peu liée autour du sport qui a lieu dans 5 lycées, je crois, de la région centre actuellement, à peu près un par département. Et ces jeunes-là bénéficient aussi des UC1 et 2 du BP. Et donc, ils n'auraient plus que les UC 3 et 4 pour obtenir le BPGEPS de manière complète. Donc, ce sont des profils de personnes qui pourraient être intéressées par ce type-là. Voilà. Et donc, on sera dans une coordination Ligue du Centre CREPS avec 10 semaines et environ sur un schéma 7 semaines au CREPS et 3 semaines à la Ligue SA en termes d'organisation actuelle. Donc après, on est dans les mêmes démarches actuellement. On vous invite, vous en tant que club référent, enfin, dans les clubs, etc., à identifier des jeunes qui vous paraîtraient intéressants, de nous mettre en contact avec eux et puis après, on construit avec vous un projet on va dire, professionnel autour de ce jeune-là, en essayant de trouver des financements par rapport à ça, parce qu'il y a différentes sommes, et puis que vous, en tant que club, vous puissiez être structure d'alternance et vous puissiez accueillir ce jeune en termes de choses. Donc, on est vraiment dans l'insertion professionnelle, et surtout l'accès à une formation professionnelle pour nos jeunes handballeurs, nos jeunes autour du handball, parce que des fois, c'est des frères et sœurs d'un licencié, etc., qui accèdent à cette pratique-là, et donc on doit se servir de relais. Donc, à vous de voir si vous avez déjà à présent des jeunes qui tournent un peu autour du club et qui seraient intéressés par ce métier-là, et peut-être d'autres qui sont un peu en vigilature. Je pense à des STAPsiens aujourd'hui qui viennent d'avoir leur premier résultat de STAPS du premier semestre et qui se disent que finalement, ça va être compliqué et que donc, ils sont peut-être déjà en réorientation dans ce secteur-là et que donc, dès la saison prochaine, ça pourrait être des profils intéressants parce que la filière universitaire ne leur correspond pas en termes de choses. Voilà. En tout cas, Yves demande des précisions sur les prérequis. Donc, je pense que c'était au moment du T4. Donc, les prérequis pour l'entrée en T4. Alors, un premier, c'est d'être licencié à la Fédération française de handball. Ça ne devrait pas être trop compliqué. La deuxième chose, c'est d'avoir plus de 16 ans. Ça aussi, voilà. Et la troisième, qui est un peu plus complexe, c'est d'avoir son PSC1, donc l'attestation premier secours niveau 1, qui est le premier diplôme de secourisme qui passe, qui dure une journée de 7 heures. En plus, nous, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut proposer des sessions à la Ligue du Centre. On a un formateur qui permet de le faire. Donc, on ouvrira des sessions s'ils n'arrivent pas à trouver de sessions d'ici là, à la Croix-Rouge, à la sécurité civile, chez les pompiers, etc. Voilà les 3 prérequis en termes de choses. Et après, il y a des tests de sélection pour accéder
au travers de 3 tests. Il y a un QCM de culture sportive, enfin, culture générale handball, un écrit d'1 heure autour d'une problématique liée à l'activité handball, de manière très simple. On est plutôt là pour vérifier leur capacité à rédiger, à organiser leurs idées et à vérifier s'ils ne font pas une faute d'orthographe tous les 3 mots. Et le 3e élément, c'est un entretien de motivation pour voir pourquoi ils sont là, quelle est leur envie, quel est leur parcours qu'ils ont envie de faire par la suite, etc. Voilà. Et sur le BPGEPS APT, il y a l'accès, alors en fonction de ce que j'ai ou pas en amont, il y a aussi des épreuves sportives, qu'on appelle les TEP, les textes d'exigence préalables, où il y a un Luc Léger avec un palier de 7 chez les filles et 9 chez les garçons à obtenir, et un parcours de motricité. Quelqu'un qui rentre. Faut que tu le trouves. Je l'ai, mais je ne savais pas s'il souhaitait intervenir ou pas. Ah, c'est pas. C'était nos Jean Perche. Si vous souhaitez intervenir, privilégiez le chat. Ok, je continue. Alors, si je veux bien avancer. Voilà, donc ça, on a vu. Bon, alors là, c'était par rapport à 2 questions liées à l'emploi, donc je vais aller assez vite parce que forcément, ça ne correspond pas à tous les clubs, etc. Mais c'est important. C'est juste vous montrer qu'aujourd'hui, on vous demande de recenser l'emploi dans Gestand. Il y a une nouvelle onglet par rapport à ça. Donc, très simplement, on est sur votre compte ici. On va vous demander à tous les clubs employeurs d'aller sur administratif, mon club. Et là, vous aviez… Voilà, ça serait bien. Et donc, vous aviez tous ces onglets-là alors, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Maintenant, il y en a de plus en plus. Vous avez organe, là où vous mettez le président, le secrétaire, le trésorier, toutes les personnes. L'encadrant, je vous rappelle, c'est toutes les personnes que vous voulez qui ont rempli leur attestation d'honorabilité et qui donc sont interrogées par le fichier FIGEPS. Et vous avez donc ici les conventions, ça c'est toutes les ententes que vous mettez avec les différents clubs. Et vous avez ce nouvel onglet qui est apparu, qui vous permet à un moment donné de recenser l'emploi. C'est très simple parce que ça se fait à partir de la base Gestand. Donc, quand vous voulez ajouter un salarié, et ben, vous mettez ajouter un salarié, vous allez chercher son nom, son prénom. Et voilà. Donc, si par exemple j'étais salarié au Bourgeois de Bâle 18, normalement ça apparaît. Voilà, vous avez des Perrin Jérémy qui apparaissent, etc. Vous avez la base, vous le choisissez, il apparaît. Et donc après, vous pouvez rentrer, il y a juste à rentrer ces données-là. Voilà, donc descriptif de l'emploi, nature du contrat, type de contrat, etc. Vous enregistrez, il apparaît. S'il est en CDD, eh bien, il n'a pas de fin de contrat, c'est la seule donnée pas obligatoire. Donc, vous vous identifiez. Ce qui permet, nous, d'avoir un référencement de l'ensemble de l'emploi en région centre par rapport à ça, ce qui nous permet de mettre des statistiques en place et que nous, quand nos politiques publiques nous demandent l'impact du handball en région centre, le nombre d'emplois, etc., ça nous évite de faire des enquêtes, etc. Et ça permet d'avoir un état des lieux actuellement en terrain. Voilà. En parallèle de ça, vous avez dû recevoir dernièrement, hier, avant-hier, il y a une enquête qui est menée par la fédération autour de l'observation du sport et de l'emploi aussi. Il y a différentes questions qui sont posées par rapport à ça, qui est menée par je vais y arriver, l'Université de Poitiers. Donc, c'est une enquête qui est en cours. Voilà. Mais là, ça serait bien que l'ensemble des clubs employeurs puissent, à un moment donné, aller référencer. Ça vous prend 30 secondes, certes 30 secondes de plus, mais nécessaire pour nous par rapport à ça. Et surtout, c'est que vous n'avez pas besoin de le ressaisir, j'espère, tous les ans. Vous aurez juste besoin de remettre à jour, réactualiser, j'espère. Voilà. Dernière information, hop là, je reprends. Par rapport au versement des contributions à la formation professionnelle, peut-être que vous avez vu passer des messages. L'AFDAS vous a peut-être adressé un courrier de manière officielle à tous les clubs employeurs. Cette année, il y aura une double collecte. Pourquoi il y aura une double collecte? Puisque jusqu'à maintenant, quand on déclarait nos contributions volontaires à la formation professionnelle, on le faisait sur la masse salariale de l'année d'avant. C'est-à-dire qu'en gros, vous déclariez votre masse salariale auprès de l'AFDAS 2021 et vous payez les cotisations par rapport à ça. Sauf que sur 2022, il y a un transfert. Ce n'est plus les OPCO donc, qui vont prélever, mais l'URSSAF directement. Et donc, on va se retrouver sur l'année 2022 à être collecté 2 fois. Une fois, vous allez donc le faire comme sur les schémas d'avant, donc votre collecte de masse salariale 2021 via l'AFDAS et via la plateforme GlobalDeck. Donc ça, vous avez tous les éléments sur votre compte AFDAS pour aller déclarer avant le 1er mars votre masse salariale de 2021 que vous devez payer en ligne et par virement automatiquement. Et vous devez dès à présent, parce qu'on est déjà début février, en fonction de qui gère votre emploi, etc.,
que dans le cadre de la DSN, vous déclariez vos emplois et c'est là que vous allez déclarer auprès de l'URSSAF et c'est elle qui va collecter la contribution volontaire par mois ou au trimestre en fonction de comment vous payez vos charges, en fonction de comment vous êtes payé de l'URSSAF. Et donc, dès cette année, vous allez payer donc forcément 2 fois à la fin de l'année 2022, puisque vous allez payer d'un seul coup la masse salariale 2021 et au cours de l'année 2022, l'année 2022, la cotisation liée à l'URSSAF. Donc voilà, donc peut-être, normalement, les gens qui gèrent si vous êtes en autonomie sur la gestion des feuilles de paie, etc., je vous invite à être très vigilant. Vous avez ici l'URSSAF qui a mis en place tout un portail, etc., pour vous permettre de le faire correctement si vous êtes en autonomie sur la déclaration des DSN. La plupart des clubs sportifs aujourd'hui utilisent les impacts d'emploi, les chers emplois, les VIA 28, toutes les structures qui, elles, sont au courant et vont s'organiser. Mais si vous le faites en autonomie ou via le chèque chèque emploi associatif, assurez-vous que ça sera bien fait en termes de choses. Et donc, c'est en ce moment entre le 7 et 15 février dans votre déclaration. Voilà, vous dire aussi que comme actuellement on mène un projet autour des dirigeants de clubs qui avait été évoqué la dernière fois, on mène des webinaires autour du projet associatif. 2 ont déjà eu lieu au cours de octobre et décembre. Le 3e autour du projet d'action aura lieu le 1er mars à 19h. C'est une webinaire qui dure environ 1 heure, 1 heure et demie en termes de choses, qui permet aux dirigeants qui le souhaitent, dans le cadre de l'élaboration de leur projet associatif, d'avoir des notions, des compétences, des choses par rapport à ça. Ça peut fortement servir aux clubs qui vont demander des subventions dans le cadre de l'ANS, etc., puisqu'ils auront un projet associatif à déposer en même temps que l'autre demande. Donc, il est important que vous ayez un projet associatif qui soit le plus cohérent possible et le plus pertinent possible au regard de votre demande de subvention. Voilà. Et puis après, on verra en fonction comment ça se passe, mais je pense qu'on refera un rendez-vous des dirigeants autour de l'activité sportive fin avril par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce soir, par rapport aux nouveaux protocoles qui vont être mis en place à partir de fin février, début mars, pour faire un point de situation et pour répondre peut-être à la question qu'on sera peut-être obligé de jouer jusqu'au mois de juin, si c'est trop compliqué, de jouer au mois de mars. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Fini, parce que c'est la fin. Alors, il y a David qui demande si, avec un Capasso, ils sont sur un contrat avec aide régionale. Ouais. Ouais. Okay. Attends, je n'avais pas compris. C'était pour la question par rapport aux salariés. À ce que tu as montré dans Gestand, tu as plein de catégories qui apparaissent dans le type de contrat. Oui, c'est aide régionale. Oui, contrat avec aide régionale, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Okay. Merci. On avait une question, je crois, d'Avor, mais du coup, Emilien a dû partir, qui se questionnait sur l'échéancier de la Ligue financier. Quand est-ce que les clubs allaient recevoir l'échéancier pour paiement à la Ligue? Alors là, vous allez recevoir peut-être dans la semaine prochaine des factures de licence. La première compte de facture de licence. Comme vous l'avez évoqué, donc il y a eu un très gros travail puisque forcément, ce sont des factures un peu particulières cette année. On a bloqué les licences au 15 décembre. Vous allez être facturé de vos licences au 15 décembre avec les aides qui ont été mises en place par la Ligue et les comités. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer une facture réelle. Jusqu'à maintenant, l'ancien schéma, c'était on prenait l'ensemble des licences de l'année d'avant. Donc, vous aviez par exemple, je ne sais pas, 200 licences. Ce sera plus simple. Vous deviez 15 000 € à la Ligue et au comité par rapport à cette facturation-là. Et donc, on vous facturait 50% autour de fin décembre, début janvier, de ces 50%. Et ensuite, on faisait une facture de régule au mois de juin en fonction de si vous aviez toujours vos 200 licences, si la répartition était la même, pour correspondre à la réalité. Là, au regard de cette année particulière de toutes les aides, on a facturé au réel l'ensemble des licenciés jusqu'au 15 décembre. Avec le dégrèvement. Vous allez voir, vous aurez des factures avec à chaque fois, pour chaque catégorie, les licences qui sont en création, les licences qui sont en renouvellement et l'avoir qui sont liés à ça. Et donc, à chaque fois, vous pourrez, forcément, on va déduire les parts, ligue et comité en fonction des comités, puisque les aides ne sont pas les mêmes dans les comités, sur chaque catégorie. Il y aura toujours cette différence de la maison du handball et puis de l'assurance responsabilité civile et pénale, enfin accident, qui déduira par rapport à ça. Et donc, ça vous permettra de pouvoir pointer vous-même chaque licencié, etc. Ce qui veut donc dire qu'on va quasiment vous facturer la majeure totalité de vos paiements de licence de l'année 2021-2022, puisqu'au 30 juin, on sera sur les licences qui auront été entre le 15 décembre et le 31 mai. Donc, il y aura peu de licenciés au regard dans chaque club, etc. Par contre,
vous avez une facture globale, vous avez une certaine somme à payer. Si, pour des raisons économiques, c'est compliqué de la payer actuellement, etc., vous pouvez l'échéancer autour de janvier, février, mars, en nous recontactant dès que vous aurez cette facture-là pour dire je vais la payer en 4 fois ou que je vais la payer fin février parce que ma demande de subvention arrive, etc. Voilà. Donc, vous aurez vraiment une facture détaillée parce qu'il a fallu aussi mettre les aides. Vous saviez, pour ceux qui avaient eu des créations, qui avaient eu des aides par rapport aux licences événementielles, il y avait aussi une aide de 15 €. Donc, on a été au réel sur cet avoir-là aussi. Voilà. Pour les nouveaux clubs, comme nous pouvons nous informer suffisamment en amont de ces éléments de facturation. Oui, de toute façon, vous les aurez très rapidement. Alors après, peut-être l'idée, c'est qu'on se recontacte par rapport à ça. Alors, comme vous savez, à chaque fois, vous savez, les factures qu'on vous envoie, ils sont mis sur un échéancier, ce que évoquait la personne tout à l'heure, et qu'à partir de là, elles sont cumulées avec les autres. Parce que de temps en temps, on vous doit de l'argent au club pour, je ne sais pas, des péréquations sportives, etc. Donc, ça se déduit en fonction des factures, etc. Donc, effectivement, si la facture est trop importante, comme je disais, vous revenez vers nous et à partir de là, on verra pour l'échéancier du paiement, etc. Sachant que vous aurez une facture au 30 juin qui sera très faible sur les factures de licence, puisqu'il y aura eu peu de licenciés par rapport à ça. Dans les services civiques, ce n'est pas de l'emploi, David. Jérémy, une précision là, sur la facturation. Là, tu parles de facturation, donc ça veut dire qu'on ne paye pas tout de suite. On attend d'avoir l'échéancier. Ou est-ce que tu envoies la facture et l'échéancier en même temps? Non, vous pouvez payer la facture tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, quasiment, je vais dire 85% des clubs sont à jour de leur échéancier. Très bien. Il n'y a que quelques clubs qui sont au courant que leur échéancier est plutôt positif pour eux vis-à-vis de la Ligue. Donc, eux, par contre, s'ils savent qu'ils ont un échéancier, je ne sais pas, on leur doit, je sais pas, 300 ou 400 € et qu'ils ont une facture de 800 €, effectivement, ils recontactent Annabelle au service compta, on leur envoie l'échéancier, ils font la différence et ils payent que le réalisé en termes de choses. Voilà. Mais n'hésitez pas, si à un moment donné, vous recevez votre facture de licence que vous voulez avoir, vous pouvez redemander auprès d'Annabelle votre échéancier actuel pour regarder la différence et puis vous payez la différence. Voilà. Si vraiment il y a une grosse différence pour des clubs. Mais ce n'est pas trop le cas aujourd'hui. En tout cas, dans le sens, on leur doit de l'argent. Il y a quelques clubs, 2-3 clubs. Excusez-moi, pour revenir sur quelqu'un qui a eu le Covid, qui n'avait aucune dose. Ouais. On a dit tout à l'heure, donc pas de dose, il a le Covid, 11 jours plus tard, son pass était valable 6 mois. Non. Non. C'est plus le cas maintenant. C'était le cas jusqu'au 24 janvier. Oui. Et ceux qui ont eu après, alors ceux qui ont eu avant et ceux qui ont eu après, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire alors quelqu'un, avant 24 janvier, alors il n'était pas vacciné et il a le Covid, on va dire, le 23 janvier. Oui, mais ça ne change pas. Le 24 janvier, toutes les règles changent. Là, il faut qu'il fasse sa dose tout de suite. Il a eu le Covid, il a un délai, il a un certificat de rétablissement qui lui permet, et quand il va faire sa deuxième dose, et ensuite, il ira faire sa dose de rappel s'il n'a jamais rien eu avant. Non, mais il ne veut pas se vacciner. Il n'a jamais été vacciné. Il vient d'avoir il a le Covid, donc il a eu, le Covid. Par contre, il reçoit un pass valide, donc il peut rentrer maintenant dans le gymnase. Il ne va pas pouvoir rentrer très longtemps. Je ne sais pas quel délai par rapport à ça. 4 mois, non? 4 mois normalement, mais à vérifier à partir du 15 février. David a bien. Moi, c'est ça qui m'intéresse parce qu'en fait, là, on a 2 cas chez nous où les gens n'étaient pas vaccinés, ils ont eu le Covid. On a un jeune, moins de 15 ans, et on a un adulte. Et ces deux-là, maintenant, quand ils nous présentent leur passe, il est valide, alors qu'ils n'ont aucune dose. 4 mois. 4 mois, je pense. À partir du 15 février, c'est 4 mois. Là, je remets le mot que David a mis tout à l'heure dans le groupe. Normalement, c'est 4 mois. En tout cas, moi, j'ai vu 4 mois et c'est ce qui fait quand on scanne les passes, c'est ce qu'on voit. Après, Olivier Véran a annoncé quelque chose hier à la télé différent, mais il n'y a pas d'application réglementaire liée à ce qu'il a pu annoncer hier à la télévision. Tout à fait. Non, mais effectivement, il y a cette notion de 4 mois aujourd'hui en termes de choses. J'invite ces deux personnes-là qui sont dans des cas un peu particuliers de bien vérifier régulièrement leur passe vaccinal parce que leur application va se remettre à jour en temps et surtout d'être vigilant au 15 février, qui est une prochaine date un peu clé dans le passage des passes vaccinales, d'être vigilant par rapport à ça s'ils n'ont pas de problématique pour continuer d'être dans les 4 mois.
Voilà. D'accord. Voilà. Il y a une date clé le 15 février où il va y avoir des cuts dans les passes vaccinales. Donc, passes qui vont tomber. Donc je les invite. Comme les personnes qui n'avaient pas prévu de faire la dose de rappel entre le 5e et le 7e et qui, eux, vont être obligés de la faire ou qui doivent anticiper rapidement parce que, voilà. Donc, Noémie repose la question. Donc, pour être sûr d'avoir bien compris, pour avoir accès au gymnase, même en tant que spectateur, il faut le pass vaccinal. Oui, alors il faut un pass vaccinal pour les plus de 16 ans, déjà. L'accès n'est plus autorisé avec un PCR négatif sans pass vaccinal. Si, pour les 12-15 ans. Pour les 12-15 ans. Voilà. Et les moins de 12. Pas besoin de... En fait, les moins de 15 ans. Les 12-15 ans, ils ont forcément besoin d'un test PCR. Et les moins de 12 ans, ils n'ont rien besoin. Et les plus de 16 ans ont besoin d'avoir un pass vaccinal complet. Voilà. Est-ce que c'est clair? Il y a 3 catégories de personnes aujourd'hui. Les moins de 12, les 12-15 et les plus de 16 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, sinon, après, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. J'ai eu plusieurs dirigeants de club dernièrement. Voilà, on essaie de se mettre à l'actualité. Comme je le disais tout à l'heure, Olivier Véran a annoncé des choses hier soir qui, effectivement, restent à confirmer en termes d'organisation. Et voilà. Nous, on essaie de vous communiquer les choses au mieux. N'hésitez pas s'il y a des questions par rapport à ça. Voilà. On revient donc, pour conclure, vous dire qu'on reviendra vers vous avec le nouveau protocole Covid de report des matchs à partir du 25-26 février. On va vous le transmettre au cours des vacances de février au regard de ça, qui sera décidé dès demain soir en conseil d'administration avec les élus délégués et des comités, puisqu'on est sur des championnats qui vont sur toutes les catégories et sur tous les championnats départementaux. Voilà. S'il y a besoin d'explications, n'hésitez pas. On va essayer de le communiquer au plus vite pour que derrière, vous ayez le temps en termes d'organisation, etc. Voilà. Sinon, jusqu'à ce week-end, on est sur le même protocole actuellement avec les demandes de report, même s'il y a moins de matchs le week-end en termes de choses. On a déjà tout traité à ce soir, je crois. Il y a quelques demandes, mais on va les traiter. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances d'hiver, même si, voilà, une trêve un petit peu de handball pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis, on espère qu'on va avoir une épidémie qui va se ralentir, qui nous permettra de reprendre une activité à peu près normale dans nos clubs et qu'on ne soit pas obligé, dès le jeudi, le vendredi soir, d'être en difficulté, d'envoyer 50 mails, de reporter, d'appeler tout le monde, etc. en urgence pour essayer de prévenir tout le monde. Voilà. On espère tous. Je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt et puis au plaisir de vous revoir en présentiel prochainement. Merci, au revoir. Bonne soirée.